Beaucoup de parents laissent faire, je pense que c'est vrai. Et des fois, ils se retrouvent tellement débordés qu'ils tombent sur leur enfant avec violence. Tu vois, ils aussi entre le permissif et l'autoritaire. Moi, je le vois comme ça dans les familles que j'accompagne. Il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de parents sont paumés. Et moi-même, tu vois, des fois, je sais même plus comment faire. En tant que psy, tu vois, c'est tellement compliqué de poser un cadre. Donc, voilà. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Une grande part de notre travail en tant que parent est de poser des limites régies par un cadre. Facile à dire, mais difficile à appliquer ou à déterminer au quotidien, je vous le concède. Si comme moi, vous avez été perdu ou vous êtes perdu, si vous avez testé des choses mais ne comprenez plus vraiment comment faire, alors pas de panique, j'ai la personne qu'il vous faut. Héloïse Junier fait son grand retour dans le podcast, à peu près une fois par an, je la reçois ici dans la matrescence. Héloïse est docteure en psychologie, elle est spécialiste de la petite enfance et autrice de nombreux ouvrages pour les parents et les enfants que je vous recommande vivement. Dans l'épisode, Héloïse reprend les bases, vous explique ce qu'est le cadre et à quoi il sert. Elle vous rassure et vous aide à y voir plus clair. Si cet épisode vous a été envoyé par votre partenaire, alors bienvenue et embarquez avec nous pour une discussion passionnante digne d'une masterclass premium. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Héloïse. Salut Clémentine. Je suis ravie de t'accueillir dans un nouvel endroit, parce qu'on en est à peu près à notre 5e épisode, mais je ne t'ai jamais reçu dans un autre endroit que chez moi ou chez toi. Et oui, absolument, ouais, tout à fait. Donc on est dans un endroit neutre, terrain neutre, pour ce 5e épisode ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui est central, qui est, je pense, un des plus importants dans la parentalité. C'est comment on met un cadre avec nos enfants. Alors déjà, ma première question, c'est quoi un cadre ? Alors, c'est quoi un cadre ? Il y a plein de manières de définir le cadre. Moi, je dirais qu'un cadre, c'est un ensemble de règles, de limites, d'interdits que tu poses toi en tant que parent et avec le coparent à la maison, avec tes enfants. Pour moi, c'est ça, un cadre. Donc ça, c'est ce que tu fais une fois que tes enfants ils sont grands, ou est-ce qu'un cadre, ça se pose très tôt? Mais en fait, tu vois, avec les petits, c'est vrai que souvent on parle plus de maternage ou de parentage avec les tout petits que vraiment d'éducation. Pour moi, le cadre, mais c'est subjectif ce que je te dis, mais pour moi, le cadre, ça renvoie plus à de l'ordre de l'éducatif, à l'éducation. Et quand t'es avec un nourrisson de 6 mois, genre t'es pas dans l'éducation. T'es là à essayer de répondre à ses pleurs, à essayer de dormir, d'enchaîner des nuits. Mais donc pour moi, le cadre, ça rapporte plus à l'éducation et c'est quand l'enfant commence un petit peu à grandir. Tu vois, quand il commence un petit peu à explorer l'environnement, à se mettre en danger, à taper son frère, sa sœur. Donc, tu vois, je dirais que ça commence vraiment vers 18, vers 18 mois, genre entre 12 et 24 mois. Là, tu commences vraiment plus à parler de cadre. C'est plus un nourrisson, en fait, c'est un jeune enfant. Et là, t'es dans une autre sphère, une autre aventure, que dis-je, qui est l'éducation. C'est pour ça aussi que peut-être pour les parents, c'est un peu perturbant quand l'enfant arrive vers les 18 mois ou les 2 ans qui commence à dire non, à s'affirmer, parce que d'un coup, on est là... Ah, je ne fais plus ce que je veux de toi. Mais ouais, il y en a plein qui déchantent, en fait. C'est la désillusion parentale totale. Au début, ils sont tout mignons, tout sympas. On les pose à un endroit A, on les retrouve 10 minutes plus tard au même endroit A. Et au bout d'un moment, en fait, l'enfant, il a sa propre affirmation, sa propre autonomie. Et t'as plein de parents, je pose mes mots, qui sont surpris, en fait, du fait que leur enfant, c'est un être humain indépendant, qui fait sa propre vie, ses propres expériences, qui vont pas toujours dans le sens des attentes, quoi. C'est vrai que t'as raison. C'est vrai que c'est une désillusion. Ouais, un peu ça. Au début, tu maîtrises quand même. Bon, tu maîtrises, t'es fatigué, mais tu maîtrises un peu quand même ce qu'il fait, quoi. Oui, si l'enfant n'a pas un RGO, enfin voilà, pas des pleurs permanents et que c'est pas une expérience difficile d'avoir un bébé, mais oui, si ça a été
doux et tranquille les premiers mois avec un bébé, c'est sûr que l'arrivée du petit enfant qui s'affirme et qui dit mais en fait je suis un être humain à part de toi et je vais faire ce que je veux, c'est là où c'est compliqué pour les parents. Je pense que une fois il y a un entretien avec une maman qui m'a dit je ne le reconnais pas et elle m'a dit en fait ce n'est pas une partie de moi. Elle a dit, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas ma personnalité. Et en fait, elle était, je sais pas, c'était bizarre. Elle a dit, il sort de moi, mais il n'est pas moi. Et tu vois, elle était surprise de comment il évoluait. Mais en fait, c'est un développement normal, j'ai envie de te dire. Mais c'est quand même, tu vois, un virage à passer en tant que parent, quoi. Qui passe plus ou moins bien, selon le profil aussi, quoi. Alors, si on repart sur la notion du cadre, en France, ça a été beaucoup débattu dans les médias. Il y a eu énormément de controverses autour de ce terme. Pourquoi est-ce que c'est si sujet à controverse, le cadre ? En fait, tu as plusieurs styles d'éducation qui coexistent dans le monde, en France comme ailleurs. Alors, on va les passer en revue parce que c'est vachement important pour voir un peu de quel style on se situe. Tu as le style d'éducation qu'on appelle autoritaire. Toi, c'est le style franco-français. C'est le style à la française, quoi. Donc, c'est généralement quand on dit à la française, c'est pas bon signe. C'est un style d'éducation où tu as un cadre très strict et tu es très peu à l'écoute des besoins de ton enfant. Et donc, souvent, tu as soit ton autorité à coup de violence et de domination. Toi, c'est vraiment pyramidal, quoi. Tu as les parents au-dessus, les enfants en dessous. Et beaucoup d'entre nous ont été élevés avec ce style d'éducation autoritaire. Et en France, il est largement majoritaire, quoi. C'est culturel, on l'a dans la peau, ce style. Et donc ça, on sait que c'est un style qui est pas fou pour l'épanouissement de l'individu à venir. Et après, deuxième style, t'as le style qu'on appelle désengagé. Alors ça, c'est hors sujet parce que tu vas me dire, il y en a très peu de parents qui écoutent ce podcast qui sont désengagés. Hein. C'est des parents, il y a très peu de cadres et aussi très peu à l'écoute des besoins de l'enfant. Donc là, t'as ni l'un ni l'autre. C'est souvent des parents qui peuvent être soit en burn-out, soit en grosse dépression, soit avec des grandes fratries. Dans l'ASE, par exemple, l'aide sociale à l'enfance, tu retrouves pas mal de parents désengagés. Mais c'est généralement une minorité. Et donc ça, c'est un style dont on parlera pas aujourd'hui parce que clairement, on est hors sujet. Le troisième style, alors là, c'est le style, j'ai envie de dire touchy en France, c'est le style qu'on appelle permissif, où tu as très peu de cadres, mais tu es très à l'écoute des envies de ton enfant, plus que de ses besoins. Tu vois, genre, par exemple, s'il veut se faire un Peppa Pig à minuit avec un Babybel, limite, le parent, pour éviter rapport de force et pour faire plaisir à son enfant, il accédera à sa demande. Tu vois, donc t'as vraiment très peu de cadres, peu de respect du rythme de l'enfant, du coup. Donc, on sait que c'est pas un style qui est terrible non plus. Du coup, c'est pas adapté. Et en fait, le quatrième style dont on parle très peu dans les médias, ou en tout cas, je pense pas correctement et qui est sujet à beaucoup d'incompréhension, c'est le style démocratique. C'est-à-dire, tu as un cadre, ton cadre, il est là, et tu as l'écoute des besoins de ton enfant, et pas que de ses envies. Et en fait, il y a beaucoup de professionnels en France, on en a connu, j'en ai rencontré, notamment dans les médias, qui font cette confusion volontaire, je pense, entre le style permissif et le style démocratique, qu'on appelle rien d'autre que éducation positive dans le langage populaire, ou parentalité bienveillante, appelle-le comme tu veux. Donc, tu as un cadre, mais tu l'appliques pas avec violence, tu l'appliques avec respect de ton enfant. Mais il y a des vraies confusions qui s'opèrent. En tout cas, c'est vraiment des styles qui sont différents. Donc c'est vraiment la controverse, elle naît de la confusion en fait. Et ben elle naît de cette confusion parce que mais il n'y a pas que des psys qui disent ça. T'as aussi des médecins, t'as des enseignants, t'as beaucoup même de parents eux-mêmes qui se disent mais il y a plus de cadre aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus de limites. Enfin, beaucoup disent ça. Et en fait, je pense que ces personnes-là qui assistent des fois à des scènes où les parents manquent de cadre dans une situation, t'as plein de biais possibles parce que déjà, est-ce que le parent il est le même quand on observe la scène que à la maison? Et souvent, les parents sont plus cool en présence d'un spectateur et ils sont plus durs à la maison. Et puis surtout, il se trouve que les parents, quand on regarde un peu les stats, on dit ouais, les Français sont laxistes, nanana. Mais en fait, les stats, elles montrent quoi? Le dernier sondage de 2024 de la Fondation pour l'enfance montre que 81% des parents pratiquent des violences éducatives ordinaires. Donc on est loin d'être un pays laxiste. On sait qu'on est un pays violent et on est réputé pour être comme ça avec nos enfants. Donc cette manière de dire oui, les parents sont laxistes, manquent de limites, je pense que les stats le confirment pas. Et en plus, je pense que beaucoup de parents savent qu'il faut pas poser un cadre avec violence auprès de leur enfant. Tu vois, donc beaucoup de parents laissent faire. Je pense que c'est vrai. Et des fois, ils se retrouvent tellement débordés qu'ils tombent sur leur enfant avec violence. Tu vois, ils aussi entre le permissif et l'autoritaire. Moi, je vois comme ça dans les familles que j'accompagne. Il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de parents sont paumés. Et moi-même, tu vois, des fois, je sais même plus comment faire. En tant que psy, tu vois, c'est tellement compliqué de poser un cadre. Donc, voilà. Et tu dis toi, en tant que psy, en tant que maman, parfois c'est difficile? Oui, mais en tant que psy, ça va, pas de problème de cadre. En tant que maman, ouais. Oui, en tant que maman, en fait. Tu vois, en fait, après, il y a aussi une autre réalité, c'est que
on sait la théorie, moi je dis souvent c'est le monde de la recherche. Le monde de la recherche, c'est un monde merveilleux où t'as plein de bonnes idées, t'as plein de connaissances qui sont fiables, plus ou moins d'ailleurs, et t'as la vraie vie. Et à chaque début de conférence ou formation, je dis toujours aux familles et aux pros, il y a un gap, mais de fou, entre la théorie et la pratique, entre la recherche et la vraie vie. Et moi-même, j'ai beau connaître tout ça sur le bout des doigts, c'est mon domaine d'expertise, je plonge dedans ça fait 15 ans que je suis dedans, je n'arrive pas à appliquer tous ces conseils plus de, 60-70% du temps. Pas plus, quoi. C'est trop dur. Donc, la parentalité, je pense que c'est une énorme aventure compliquée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de poser un cadre ? Qu'est-ce que ça implique pour l'enfant ? Alors en fait, déjà, le cadre, c'est vraiment la base. Je dirais déjà, c'est une base de sécurité. En fait, le cadre, je l'explique toujours que c'est comme un peu le toit d'une maison, ou un peu l'édifice dans lequel l'enfant, il évolue. C'est que le cadre soit un peu strict ou pas strict, c'est quand même quelque chose de sécurisant pour l'enfant. Et puis, c'est aussi un environnement de construction. C'est vrai que si, imaginons, on va prendre un cas extrême. Tu vis dans une parentalité, un environnement qui est permissif. Si tu as envie de faire quelque chose, même si ça va à l'encontre de tes besoins fondamentaux, de ton besoin de sommeil, ton besoin de manger correctement, on accède à ta demande. Bon, je sais pas combien de familles sont vraiment permissives 100% du temps. N'empêche que c'est un côté non sécurisant. Déjà, tes besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. T'as besoin de sommeil, nombre d'heures par nuit, sinon c'est compliqué. Besoin de manger, c'est pareil. Besoin de manger des choses saines. Ta santé est en péril, ta construction est en péril, et puis ton bien-être est en péril aussi. Donc, t'as quand même pas mal de choses qui peuvent être mises à mal si le cadre est absent. Après, un cadre fluctuant, pourquoi pas? Toi, dans les recherches, on voit que les meilleurs cadres, c'est pas les cadres rigides qui ne bougent jamais. C'est des cadres qui peuvent évoluer selon les circonstances. On avait parlé de ça ensemble, je crois que les Babybel, donc voilà, un peu de variabilité, un peu de flexibilité, mais pas de rigidité, ni dans un sens ni dans l'autre. Oui, l'exemple que tu donnes, c'est il y a 5 ans, tu disais que ta fille, elle demandait des Babybel toute la journée. Elle l'aime plus maintenant, c'est fou. Que tu disais que c'était insupportable, mais que tu disais OK pour 1, mais pas 3. Ouais, c'est ça. Et donc, t'étais souple. Et puis quand c'est l'anniversaire, OK pour 2. Tu peux être flexible, en fait. Donc, ce qu'on comprend, c'est que avoir un cadre, ça sécurise l'enfant. Ouais. Ça le rassure et ça le protège. Ouais, c'est une protection énorme aussi, effectivement, complètement. Pourquoi est-ce que pour nous, en tant que parents, c'est quelque chose d'hyper flou, le cadre? Que je pense qu'on ne le voit pas. Déjà, petit 1, on ne le voit pas, c'est pas visible à l'œil nu. C'est un truc hyper abstrait. En plus, si t'es fatigué, tu vas être en style autoritaire lundi matin, dimanche soir, tu vas être en style désengagé. Après-demain, tu seras en style permissif. Enfin, tu vois, en plus, c'est fluctuant selon un moment de la semaine, en fonction de ton état. Et en plus, l'autre gros bazar, c'est que tu as une interférence sans arrêt entre le cadre que tu as reçu toi-même en tant qu'enfant et le cadre que applique ton conjoint ou ton coparent. Alors là, tu te dis, tu as tellement de variabilité, de flottement, qu'en fait, si tu te poses pas avec ton coparent pour te dire, OK, ça, on autorise, ça n'autorise pas, ça n'autorise pas, peu de personnes se posent pour faire ça, en fait, tu vois, t'as pas le temps. Donc, du coup, ça peut être plus dur de l'appréhender, ouais. Alors, si on prend un exemple, on est un couple, on a projet d'avoir un enfant, on n'a pas encore d'enfant, mais on s'intéresse, tu vois, à cette question de cadre. Voilà, on y réfléchit. Il y a quand même aujourd'hui des parents qui anticipent et qui réfléchissent en amont d'avoir des enfants à ce qu'ils veulent pour l'éducation. Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour établir un cadre ? Peut-être de voir qu'est-ce qui leur a plu dans ce qu'ils ont connu étant enfant et qu'est-ce qui ne leur a pas plu. Tu vois, je pense que la base en tant que parent, c'est de prendre du recul par rapport à notre propre éducation. Elle est rarement dénuée de trauma, de difficultés. C'est rare d'avoir une enfance 100% épanouie. Tu vois, si on te raconte ça, c'est du fake quand même. Donc du coup, voir ce qui t'a plu en tant qu'enfant, ce qui t'a fait souffrir, ce qui t'a blessé, et voir ce que tu as envie de reproduire ou pas avec tes enfants. Il y en a qui disent, voilà, moi, ça, j'ai pas aimé, j'aimerais faire mieux. Ah, ça, j'ai adoré ce que mon père faisait avec moi, j'ai adoré, je veux faire pareil avec mon enfant. Et donc, confronter, c'est un peu ces deux enfants un peu intérieurs, tu les confrontes dans une même, je sais pas, dans un même, j'allais dire meeting, c'est pas meeting, c'est rencontre entre les deux parents, tu confrontes ces deux enfants intérieurs et tu vois qu'est-ce qu'on choisit d'un commun accord pour notre enfant à venir. C'est vraiment une espèce d'état des lieux où on débroussaille un petit peu, on fait le ménage sur nos paliers respectifs avant d'avoir un enfant. Ça, c'est hyper utile. Parce que quand l'enfant est arrivé, après, on est tellement fatigué, en tension, le couple, forcément, il est fébrile. Et c'est pas ces moments-là où tu es vraiment plus constructif avec ton conjoint, quoi. Qu'est-ce qui est le plus important à avoir en tête quand on veut faire fonctionner un cadre ? Tu sais, on parlait de la sécurité, de protéger. Sur quoi on doit être intransigeant ?
Alors, c'est vrai que ça, c'est une très bonne question, parce que souvent, les parents disent, mais qu'est-ce que j'autorise et qu'est-ce que j'autorise pas? En fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa tambouille, mais t'as vraiment des incontournables. Tout ce qui touche à la santé. Enfin, je me dis que quand ça touche à la santé, tu vois, si ton enfant refuse un lavage de nez, bah, c'est la santé. Si ton enfant refuse des médicaments, bah, c'est sa santé. Donc, tu peux pas transiger avec tout ce qui touche à la santé de ton enfant. Deuxième point, c'est le respect des autres. Je me dis toujours que du moment où ça impacte pas la liberté de l'autre ou le respect de l'autre, où ça blesse pas l'autre, bah, c'est OK. Et l'interdit universel, ce serait de ne jamais faire mal à l'autre. Ce serait un peu interdit universel. Tu vois, c'est un peu intransigeant. Et le troisième aussi, c'est tout ce qui est lié aussi à la... Ah, j'ai oublié. On a fait la santé. L'idée juste avant, j'avais la santé, du coup, le respect. Ah oui, la sécurité. Et la sécurité, mais alors la sécurité réelle et pas sécurité estimée. Toi, par exemple, en crèche, on a des débats de fous qui peuvent durer 2 heures en réunion sur est-ce qu'il a le droit de monter ou pas sur la table. Tu vois, ça, c'est un débat où ça peut animer des profs d'enfance pendant facilement 2 heures, quoi. Plus qu'une série Netflix, tu vois, de bonne qualité. C'est vraiment un truc. Et en fait, on se dit, mais OK, mais est-ce que l'enfant, il est vraiment en insécurité quand il monte sur une table? Là, qui vont dire oui, non. Et en fait, on remarque quand même chez absolument 99% des adultes, beaucoup d'adultes, qu'il y a une marge énorme entre la sécurité réelle et la sécurité estimée. Enfin, est-ce que vraiment l'enfant, sa sécurité qui est mise en jeu s'il monte sur une table? Et en fait, rarement, tu vois. C'est plus un problème de peur d'adulte, en fait. Donc du coup, ça aussi, c'est un point qui est assez négociable. Mais s'il met vraiment sa sécurité en jeu, dans ce cas-là, ce serait un interdit incontournable, quoi. Oui, donc c'est par exemple traverser, on tient toujours la main, ouais, avec un enfant. Ouais, c'est ça. Genre faire le poirier sur le bord du 5e étage de la fenêtre. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toi, il y a vraiment des trucs qui mettent en insécurité, mais pour de vrai, tu vois. C'est pas juste... Grimper sur le canapé, c'est bon. C'est clairement... Ouais, oui. Ça, c'est plus de la convention culturelle, tu vois. Ça, c'est clairement négociable selon les foyers. Mais c'est vrai que c'est des petits détails auxquels on pense pas avant d'avoir des enfants, de se dire... Comment ça, toi, t'autorises pas qu'il y ait grimpe sur le canapé, mais moi, je m'en fiche. Bah ouais, et en fait, on est confronté au moment présent de se dire, ah, ok, donc là, on n'est pas d'accord. Et c'est difficile quand on est sur le fait accompli. Si on n'a pas anticipé. Mais c'est encore plus difficile de voir toutes les situations qui peuvent arriver. On peut pas quasiment. Mais en fait, tu peux pas. Mais en fait, tu en discutes au fur et à mesure, quoi. Le truc qui se passe dans pas mal de familles, enfin, que les personnes me confient, alors c'est surtout les femmes, hein, je te cache pas, elles me disent, moi, je suis au clair avec ci, ça, j'ai vachement travaillé ma parentalité, j'ai bossé ma remise en question totale. Et par contre, mon conjoint, il est sur les vieux relents d'éducation de sa famille, il arrive pas à prendre du recul, il arrive pas à raisonner l'éducation. Et du coup, ça crée mais vraiment des divergences fortes, mais des fois violentes en termes d'éducation dans les familles. Vraiment très fortes. Et c'est dommage, en fait, parce que... Et bien sûr, le compagnon veut pas aller chez le psy ou chez... Bien sûr, c'est évident. Donc ça crée vraiment des fois des points de non-retour où ils n'arrivent plus à communiquer ensemble, quoi. Justement, comment on sort de ce schéma un peu binaire où il y en a un qui est... pour l'évolution, qui fait son travail, et dans un couple hétérosexuel, souvent c'est la femme qui est en charge du projet éducatif et l'homme qui est un peu plus résistant. Comment tu fais dans ces cas-là pour aider le dialogue en tout cas et faire en sorte que chacun se sente respecté dans ce qu'il a besoin? En fait, là, c'est marrant parce que c'est la question que m'a posée une journaliste ce matin, magazine Parents, et je savais pas quoi répondre. C'est toujours la situation, je trouve, extrêmement compliquée. Parce que tous les tips qu'on me proposait, ça dépend tellement du profil du compagnon. En fait, l'idée serait, alors, pour la conjointe, mais pour la femme, ce serait d'essayer d'écouter déjà ce que son compagnon a à lui dire. Tu vas essayer mais après, ça, c'est en théorie. En pratique, c'est tellement bordel. Mais c'est se dire, voilà, j'entends que c'est compliqué pour toi. Tu ressens quoi quand il fait ça? Pourquoi t'as besoin vraiment, toi, de dire non? Pourquoi t'as besoin, des fois, de lui crier dessus quand il fait pas ce que tu demandes? Vas-y, dis-moi ce que tu ressens, en fait. Donc, essaie déjà de faire un pas en avant. C'est facile, hein. Des fois, ça demande beaucoup de prise. Enfin, voilà, on prend sur nous, en tant que femme, d'aller vers l'autre en le faisant preuve d'empathie. Et ça peut être une manière pour lui de baisser un peu les armes et d'essayer de communiquer sur ça. Mais des fois, ça marche pas. Des fois, les personnes, tu leur dis qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, et dire mais attends, tu me saoules avec tes trucs de gonzesse. Enfin, j'ai une maman qui m'a dit ça, que son compagnon l'avait renvoyé vers ça aussi, parce que c'est très stéréotypé, très genré, alors que les hommes sont autant éducateurs que les femmes, en fait. Donc du coup, ça dépend vraiment du profil. Donc déjà, faire preuve d'empathie, ça peut être une idée. Lui donner des supports aussi qu'il peut lire pour essayer de découvrir un petit peu ce que c'est que la parentalité non violente, par exemple. Ou écouter ce podcast. Ou écouter le podcast. Ouais, les podcasts aussi, effectivement. Enfin, donner des supports qu'il peut consulter. Mais souvent, les femmes me disent « Ouais, mais il ne lit pas. »
Pareil, c'est très compliqué aussi. Ça, d'ailleurs, j'ai fait des BD pour que les hommes puissent lire à la base. Et d'ailleurs, j'avais une fois une lectrice qui m'avait dit qu'elle avait mis... moi, mes BD, elle les mettait aux toilettes. Et c'était tellement un honneur pour moi d'être aux toilettes lectrice. Elle me disait, j'enlève tous les magazines. Je mets la BD aux toilettes. Je prends le portable de mon conjoint, je prétexte un truc. Je le laisse aux toilettes et je le laisse mijoter. Et elle me disait, et généralement... Et c'est vrai que j'avais une fois un retour comme ça. Il prend un BD, le pauvre, il a rien d'autre à faire en fait. Il consulte et après il poursuit la lecture dans un lieu neutre, normal quoi. Mais c'est vrai que c'est dur de les faire lire en fait. Ça commence aux toilettes, c'est ça qu'il faut retenir. Tout commence aux toilettes. C'est une idée parmi d'autres. Je lance des projets comme ça. Et surtout, comment on sort de ce stéréotype où on est encore, tu l'as dit, dans une culture française très autoritaire, où le père est garant de l'autorité et d'être celui qui est un petit peu le méchant de la famille, et la maman est celle qui câline et qui donc réconforte. Tu vois, comment on sort de ce schéma hyper stéréotypé. Non, parce que du coup, ça a à voir avec le cadre. Bah oui, c'est sûr. Ça a à voir avec le cadre, puisque dans ces cas-là, le père représente l'autorité et la mère est un peu plus souple, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est très genré, très stéréotypé. C'est très genré, stéréotypé, ouais. C'est sûr. Après, comment on sort de ce cadre? Je pense que c'est avec l'évolution des mœurs. Enfin, je pense que cette génération d'enfants qu'on est en train d'éduquer, je parle de toi et moi, de tout le monde qui nous écoute, elle sera beaucoup moins genrée, beaucoup moins stéréotypée. Il y a quand même beaucoup moins le poids du patriarcat sur notre génération-là qui arrive que sur notre génération à nous, tu vois. J'espérais qu'avec l'évolution des mœurs, l'éducation qu'on propose aujourd'hui aux enfants, qui est quand même moins genrée, mais elle est toujours genrée. Enfin, tu vois, moi, à la maison, il y a que des licornes et des paillettes partout, donc chez moi aussi. C'est foireux, parce que t'as que des filles, moi aussi. Mais du coup, elle est quand même moins genrée, et on est quand même beaucoup plus sensible aujourd'hui, je sais pas, de consentement, d'équilibration des tâches au sein du foyer. Les pères changent également. Je pense qu'au bout de trois générations, ça marchera. J'espère. Même. Alors après, on sort du stéréotype. Si on repart entre deux adultes qui ont eu une enfance complètement différente, il y en a pour qui c'est très compliqué de poser un cadre parce que ces personnes-là n'ont pas eu vraiment de cadre enfant. Ouais. Par quoi on commence quand on doit poser des limites pour la sécurité de l'enfant? Peut-être parce que alors, genre, les personnes qui ont très peu de cadre dans l'enfance, c'est assez rare quand même, mais t'en as. C'est vrai que c'est pas la majorité. Mais si c'est le cas, je conseillerais la première étape, genre le premier axe de réflexion, c'est se dire de quoi mon enfant a besoin. Toi, tu repars sur ton enfant et sur ses besoins fondamentaux. Genre, tu repars vraiment de la base de la base. Tu vois, même quand il y a des désaccords dans le couple ou dans les équipes de crèche que j'accompagne, on repart de quoi l'enfant a besoin. C'est comme ça, au moins tout le monde se met d'accord. Et sur la base de ses besoins à lui, genre besoin de manger, besoin de dormir, besoin d'être, d'être respecté, besoin de se mouvoir, de bouger aussi, par rapport à ces besoins-là, du coup, tu vas pouvoir établir tout un tas de règles et de limites. Parce qu'on a vu que le style démocratique, c'est un style qui répondait aux besoins de l'enfant plus qu'à ses envies. Donc, différencier besoins et envies, souvent, c'est un petit peu confus dans la tête des gens, et partir des besoins de l'enfant. Mmh. C'est dans son intérêt à lui qu'on fait ça, en fait. Et comme on l'aime. On est motivé. Et à l'inverse, quelqu'un qui a eu un cadre donc très français, très autoritaire, avec une éducation pyramidale. Donc, si vous voyez bien en France, même dans le management, on est très pyramidal, on n'est pas très démocratique. Il y a un sachant qui est souvent l'homme, c'est vrai, et le reste doit écouter. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire pour aller plus vers un style démocratique ? Alors du coup, je pense que c'est repartir de la base aussi en fait. Ouais, à partir des besoins aussi. On garde en tête que le style autoritaire, c'est un style avec un cadre très strict qui est appliqué de manière violente auprès de l'enfant, mais souvent il y a trop de règles, trop d'interdits. Donc c'est trop en fait, c'est trop oppressant. Et donc repartir aussi des besoins de l'enfant. Dans tous les cas, c'est la base en fait de réflexion des parents. Enfin, ça devrait être une base de réflexion et se dire ok, quand je choisis tel ou tel interdit, est-ce qu'il va dans le sens des besoins de mon enfant ou est-ce qu'il va à l'encontre des besoins de l'enfant? Par exemple, tu vois, un interdit classique qui est un peu abusif, on pourrait prendre quoi à la maison? Il est interdit, par exemple, de sauter sur le canapé. Bon, alors ça, tout le monde va crier j'imagine tout le monde à s'offusquer de l'autre côté. En fait, interdire à un enfant d'aller sur un canapé pour sauter dessus, il y a des règles dans les familles où on peut que être assis sur un canapé. C'est une maison d'adultes. En fait, ça va à l'encontre du besoin simple d'affordance et d'exploration de l'enfant dans son environnement. Tu vois, plus tu laisses, alors ça va peut-être paraître hyper, au contraire, permissif ce que je dis, mais plus tu laisses un enfant évoluer dans un environnement comme il en a besoin, tu vois, explorer son environnement comme il en a besoin, grimper sur table basse, avec une notion de sécurité quand même, tu vois, aller sauter sur le canapé, sauter sur le matelas, je sais pas moi, faire des roulés boulets dans le jardin, j'en sais rien. Et plus tu laisses son enfant évoluer dans son environnement comme il en a besoin, plus il va développer ses compétences cognitives
cognitives qui sont très, très liées aux activités motrices. Et plus elle rend débrouillard et moins il risque de chute, au contraire, en fait. Donc, en fait, c'est l'interdit. Il est interdit de sauter sur un canapé. C'est interdit qui est discutable, qui est culturel, qui dépend de la valeur de la famille, mais qui va pas forcément permettre à l'enfant de satisfaire son besoin fondamental de se mouvoir, d'explorer son environnement. Tu vois. Donc, il y a des choses qui sont négociables ou pas. Comment on fait aussi, quand on a face à nous, on est avec quelqu'un qui va dire c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que moi j'ai été élevée comme ça. Et ouais. Et on discute pas, parce que ça c'est le style plutôt à la française. Ouais, c'est vrai. C'est quoi l'argument que tu peux dire de c'est vrai, il y a des règles qui ne changeront pas. Oui. Mais on n'est pas obligé de le tourner de manière à dire c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut expliquer. Ah oui, tu veux dire le parent qui sort une règle, l'enfant veut dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Et après le dit c'est comme c'est pas autrement. C'est ça, c'est le parent qui réagit que ça. Mm-hmm. Ah oui, d'accord, ok. Vous savez que c'est marrant, c'est très français. Enfin, je pense que c'est très top down, quoi. Ça descend du haut vers le bas. Et du coup, c'est quoi ta question? Parce que moi, c'est plus comment on change le phrasé, parce que j'entends l'intention du parent de vouloir sécuriser, de dire bah non, c'est comme ça et je vais pas discuter 20 ans, mais ne pas être dans c'est comme ça, c'est pas autrement, qui laisse l'enfant à pas vraiment comprendre ce qui s'est passé et pourquoi c'est comme ça. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Comment on change notre approche quand on donne une règle pour le bien-être de l'enfant, qui donc pour nous est non négociable, c'est ça. En fait, alors le mieux, en théorie c'est pareil, c'est un monde entre la théorie et la pratique, mais en théorie quand on a vraiment un interdit qui est non négociable, qu'on sort à l'enfant et on est vraiment sûr mais à 300%, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire pour que ça passe mieux auprès de l'enfant, parce qu'on respecte l'enfant, parce qu'on estime notre enfant, c'est de lui expliquer effectivement pourquoi on a choisi cet interdit-là et être quand même à l'écoute de ce qu'il ressent, même si le cadre ne bouge pas. Toi, par exemple, si le parent estime, et il a le droit, que aller sur un canapé et sauter dessus, c'est non, c'est no way, c'est vraiment un interdit non négociable, c'est son choix, en tant que parent. Dans ces cas-là, on explique pourquoi on pense cet interdit-là. On a peur, j'ai peur que tu chutes, j'ai peur que tu tombes. Moi, quand j'étais petit, je suis tombée, ça m'a fait peur. Maintenant, tu vois, quand je te vois là, ça me stresse beaucoup. Et ça t'embête, toi? L'enfant va dire, bah oui, ça m'embête. Je dis, bah ouais, ça me désole, mais vraiment, je peux pas. Pour moi, c'est pas possible. À la maison, c'est interdit. Mais tu vois, mais du coup, on n'est pas vraiment dans un modèle un peu descendant. On va expliquer et surtout parler de laisser l'enfant exprimer sur ce qu'il ressent. Je pense que c'est ça aussi un début de relation démocratique, c'est quand tu estimes la personne en face douée d'émotions, de besoins, et du coup, tu prends en compte quand même ces émotions quand tu poses un interdit non négociable. Là, on fait un scénario avec un enfant qui parle, qui a un raisonnement avec qui on peut un peu discuter, avoir des émotions. C'est vrai. Pour un enfant qui a 18 mois, par exemple, qui commence à s'affirmer, qui va explorer, donc on va peut-être considérer que c'est une bêtise parce qu'il se met en danger. Parce que voilà, il ouvre, dur avec les enfants quand même. Il ouvre le placard, il sort toutes les assiettes. Il expérimente et on n'a pas assez sécurisé l'environnement. Ouais, c'est vrai. Comment est-ce qu'on apprend à ces âges-là qu'il y a des choses qui sont OK et d'autres qui sont pas OK, sans mettre au coin, sans avoir une conséquence qui est démesurée par rapport à l'âge cognitif de l'enfant? Mais en fait, ce qu'on peut faire, je trouve, dès le plus jeune âge, ce qui marche bien avec les enfants, c'est les orienter sur ce qu'ils peuvent faire autrement. Toi, par exemple, t'as plein de parents qui me disent « Oui, j'en ai marre que mon enfant ouvre les tiroirs, j'en ai marre que mon enfant monte sa table basse, j'en ai marre que mon enfant tire la queue du chat. » Tu vois, les trucs tout bêtes. Et en fait, je leur dis « Ok, mais tu veux que ton enfant, il fasse quoi ?» Ils disent « Ah ben, j'aimerais bien que le chat, il le caresse. Ah ben, j'aimerais bien que le tiroir, il le laisse fermer. » Et je leur dis « Ok, est-ce que tu lui as montré comment faire? Est-ce que tu lui montres qu'est-ce que tu attends de lui, en fait ?» Et ils disent « Bah non, que si ça... » Et j'ai dit « Quand ça arrive, c'est bon comportement, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il me dit « Bah rien, c'est normal. » Je dis, c'est pas normal. Au contraire, fais la fête, encourage-le. Et en fait, on voit bien ce qui marche vraiment dans la science du comportement. Ce qui marche le mieux, c'est effectivement de montrer à l'enfant ce qu'on attend de lui montrer le bon exemple, finalement, le bon comportement. Et quand ce bon comportement-là arrive, et ben là, on l'encourage, on le valorise, on met l'accent dessus. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'au quotidien, on passe notre temps à accorder notre attention à des comportements qui ne vont pas. On va mettre l'hyper focus dessus, ce qui va augmenter leur fréquence malgré nous. Et du coup, on oublie en fait de valoriser les comportements qui vont bien. Donc en fait, quand un enfant, par exemple, je sais pas moi, tire la queue du chat, 18 mois, et ben on va lui prendre la main, on va lui dire maintenant tu caresses le chat. On prend la main de l'enfant, on fait le guidage, purement le guidage gestuel, on caresse la main. Et puis au bout d'un moment, l'enfant le fait de lui-même. Et dès qu'il le fait de lui-même, ben là on le valorise à fond. Et c'est sûr que ça a tendance à renverser un peu la tendance des fréquences de comportement. Parce que si on va s'énerver tout de suite pour lui dire c'est pas ça, en pensant que parce qu'on lui a dit
que c'était pas comme ça, tout de suite il aura compris si comment seulement, faire même autrement. à 40 ans, ça se passe pas comme Non, ça. mais en fait, c'est qu'on oublie une étape dans l'éducation, c'est que les enfants ne naissent pas en sachant tous les codes sociaux. Bah ouais, en plus, ils mettent ça, tellement en fait. de temps à l'intégrer, c'est vrai. Donc c'est à nous de leur montrer ce qui est OK, ce qu'on peut faire en fait, et ce qui n'est pas OK. Ouais, complètement. Mais ce que tu dis, c'est qu'on oublie souvent de montrer ce qui est OK. En fait, on oublie de leur apprendre ce qui est OK. Toi, on apprend un enfant à lire, on apprend un enfant à écrire, on apprend un enfant à compter, et on l'apprend pas à interagir correctement avec un tel ou un tel, on n'apprend pas les bons comportements en fait. Et dès c'est comme si en fait, quand on punit un enfant dès qu'il a un comportement qui va pas, c'est comme si on le punissait dès qu'il faisait une erreur de calcul. Ça paraît, enfin, beaucoup le font, tu vas me dire aussi, mais ça n'a pas de sens, en fait. Plutôt lui montrer comment faire autrement en termes de calcul. Ah ben non, 4 plus 3, ça fait pas 9, tu vois, ça fait 7. Et en fait, on lui explique. Normalement, c'est ça l'enseignement. Mais avec les enfants, on n'a pas cette capacité d'enseignement. Je sais pas, c'est assez curieux. On se braque tout de suite en qualifiant ça de bêtise et en le violentant. Alors, pas tout le temps, mais, enfin, tu vois, c'est assez rapide quand même, je trouve. C'est pas une bonne manière d'apprendre. C'est pas comme ça qu'on apprend en tant qu'être humain. C'est parce qu'on nous a pas appris à faire ça. Eh ben oui, aussi. Et nos parents, on leur a pas appris non plus à faire comme ça. Donc, on est tous bien mal barrés. On essaye. On essaye. On essaye. On essaye bien. Parce que c'est vrai que dans la notion de mettre un cadre, ça veut dire évoquer les règles, ça veut dire quand les règles ne sont pas respectées, il y a des conséquences. Comment est-ce qu'on sort de cette manière de voir les choses en punissant, en grondant et en étant dur? Je m'inclus dedans. Moi aussi, des fois, je gronde. Je punis pas, mais je gronde. Comment on fait pour que ce soit le plus efficace possible, que l'enfant ait compris l'interdit? Mais en fait, c'est vraiment... Alors déjà, juste rappeler la punition, parce que c'est important, parce que c'est quelque chose qui est très français, qu'on fait... Alors, je pense qu'on le fait plus ou moins tous, c'est la punition qu'on appelle un peu déguisée. Tu vois, la punition classique, ça va être file dans ta chambre. Tu vois, la punition basique, on va voir qu'elle a pas d'intérêt, elle marche pas. Mais la punition déguisée... Tu vois, le fait de crier, c'est une punition déguisée, c'est une conséquence négative. Le fait de t'énerver, le fait de dire parce que comme ça on va pas au parc, c'est une punition déguisée. Donc tu vois, on la pratique beaucoup tous en fait. Enfin même moi, tu vois, je veux pas la pratiquer, mais des fois je tombe dedans. D'ailleurs, ma fille de 8 ans me dit ça c'est une punition déguisée. Une fois d'ailleurs, elle avait dit tu fais l'inverse que dans tes livres. Tu fais l'inverse de ce que tu dis dans tes livres, elle m'avait dit. Trop dur. Elle avait trop raison. J'ai dit, mais excuse-moi, c'est vrai. N'empêche que, déjà de base, rappeler pourquoi la punition, parce que beaucoup pensent que ça fonctionne. Mais si on laisse de côté on laisse de côté les droits de l'enfant. Bon, on laisse de côté un énorme truc. On laisse de côté l'éthique, la déontologie, ce que tu veux. Est-ce que ça marche de punir un enfant? Parce que beaucoup se disent, ouais, mais quand même, ça fonctionne. Et en fait, on voit que ça ne marche pas. Et tu as plusieurs raisons. Tu as 4 grandes raisons que je vois. Déjà, petit 1, la punition, elle perd. Donc, punition, c'est fait d'associer une conséquence négative à un comportement. Genre, je sais pas, priver son enfant de dessert, par exemple. Petit 1, elle perd son effet dissuasif progressivement. En fait, t'as comme un phénomène un peu d'habituation de l'enfant à la punition. Donc, pour que ça fonctionne, il faudrait être de plus en plus fort, de plus en plus violent. En fait, ça veut dire ça. Ou l'envoyer dans sa chambre de manière de plus en plus longue, en fait, pour vraiment l'embêter beaucoup, l'enfant. C'est ce qu'on veut, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Deuxième inconvénient, ça a tendance à engendrer de la frustration. Alors, des fois, les frustrations peuvent être légitimes, adaptées, mais quand un enfant est frustré de manière gratuite, ça a tendance à le stresser. Et plus il est stressé, plus ça augmente son impulsivité. Et plus il va avoir un rapport au cadre qui va être hyper frontal. Donc, en fait, on se tire une balle dans le pied, littéralement. Et en plus, ça a tendance à détériorer la qualité de la relation entre l'adulte et l'enfant. Donc, plus en plus un enfant, moins la relation sera bonne. Et moins l'enfant aura cette tendance à être dans la coopération. Pas y en tirer une balle dans le pied. Et puis surtout, ça prend pas à l'enfant le bon comportement. Donc en fait, en tous les cas, c'est inefficace en tant que tel et voire contre-productif. Tout dépend de la fréquence, mais généralement, ça ne marche pas. Donc, ça, on est d'accord. Enfin, moi, personnellement, je suis d'accord que la punition, ça sert à rien, mais j'ai eu la chance d'être élevée sans punition, donc c'est plus simple pour moi de l'intégrer de cette manière-là. D'accord. Où il y avait sûrement des punitions déguisées, mais j'ai jamais eu une punition classique. Tu vas dans ta chambre. Gratuite, comme ça. Ce mot n'existait pas, en fait, chez moi. Il y avait d'autres choses, mais pas ça. Qu'est-ce qu'on fait si on ne punit pas? Alors, donne-moi un exemple concret. Qu'on parte sur un exemple. Ton enfant a... J'essaie de réfléchir. On peut dire, par exemple, un enfant qui arrache genre une fratrie. Le petit frère arrache des mains un jouet de la sœur, par exemple. Et après, elle répond avec un coup où ça enclenche un conflit.
J'aurais pas son temps à arracher des mains, peut-être. Ouais. Alors du coup, la punition, ce serait de dire, tu vas dans ta chambre, tu arrêtes. Je te retire leur jouet. Au petit. Tu vas dans ta chambre et tu restes enfermé jusqu'à ce que tu sois calmé. Tu réfléchis à ce que tu as fait. Donc ça marche pas, on le sait bien. Ça a été prouvé plein de fois. Et la manière démocratique de réagir, du coup, ce serait de trouver, comme Malène Kasdin dit, le comportement positif opposé. Donc là, ce serait de dire, au lieu de le punir quand il a le mauvais comportement, on va lui apprendre à avoir le bon comportement. Et ce qu'on veut, c'est par exemple qu'il apprenne à demander plutôt qu'arracher des mains. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et du coup, on va lui dire, écoute, non, tu vas demander le jouet et non l'arracher. Donc, on va insister plus sur le bon comportement. Il va dire au début, il va pas savoir faire. Donc, on va dire, écoute, c'est pas grave, je vais te montrer. Donc, tu me donnes le jouet, s'il te plaît. Et là, on tourne la main, faire un sourire. On s'en fout si l'enfant en face, il répond pas, en fait. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait le bon comportement. Au bout d'un moment, le petit enfant va commencer à avoir les mêmes mots. Il va prendre le bon comportement de l'adulte. Et une fois, par imitation qu'il a le bon comportement, là, on va l'encourager. On va dire, super, t'as été vraiment trop, trop fort. Et la prochaine fois, tu recommences. OK ? Et dès qu'il recommence, à chaque fois, on a la même manière de réagir. On se pose, on ne violente pas l'enfant, on ne le charge pas en tant qu'enfant un peu genre auteur de crime ou agresseur. Et on lui montre comment faire autrement et on l'encourage quand il fait autrement. Mais ça demande un super self-control, quoi. Mais ça marche vraiment bien, en fait. C'est comme ça qu'on devrait faire. Idéalement, en fait. Ça, c'est tu parles d'un exemple où il y a un conflit dans une fratrie. Tu vois, il y a un exemple qui me vient. Ouais. Un des enfants est à table, a une crise émotionnelle forte, jette l'assiette, même pas qu'à 18 mois, il y a des âges où c'est normal de jeter la nourriture, ils testent. Ouais. Mais il y a des âges où, ils ont 4 ans, 5 ans, ils sont juste en colère et ils veulent nous le montrer en faisant un geste assez brusque. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Alors, en fait, dans ces cas-là, ce qu'on nous apprend, c'est que dans tous les cas, si l'enfant il est en dysrégulation des émotions, parce qu'il est vraiment parti, tu dois le stabiliser. C'est comme s'il y avait c'était un feu en face de toi, t'es obligé de l'éteindre, le feu, pour commencer à travailler un peu sur le terrain. Donc, en fait, du coup, dans ces cas-là, c'est pas du laxisme, mais alors, ça dépend pourquoi il a jeté l'assiette. Pourquoi il a jeté l'assiette, d'ailleurs ? Juste Non, mais s'il a eu une colère énorme ou j'en sais rien, des fois il y a des enfants, on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, on sait pas falloir aller creuser en fait. T'as pas d'envie qui manifeste, qui verbalise. Non, ok. C'est ce qui est le plus dur, je trouve. C'est quand tu ne sais pas pourquoi la crise est déclenchée et qu'est-ce qui fait que là, à l'instant T, il y a rien qui va. Bon, en tout cas, on sait pas pourquoi, mais en tout cas, s'il a une crise, on va essayer de le stabiliser. Donc pour ça, on se met à tort de l'enfant. Idéalement, ça c'est le monde idéal. C'est pas ce que je fais tout le temps. C'est ce qu'on devrait faire tous et toutes, autant qu'on est avec humilité. Donc on se met à tort de l'enfant. On garde en tête que dans tous les cas, après c'est purement émotionnel, mais quand l'enfant est en plateau de colère, quand il est en pic, quand il est en plateau, il est un peu en état modifié de conscience. Tu peux pas accéder à son raisonnement. Tu ne peux pas, en fait. Donc, dans tous les cas, tu attends. Alors, ça veut dire que ton environnement, tu l'as sécurisé. Genre, pas qu'il se blesse avec une fourchette, le coin de la table, donc, tu le stabilises, tu restes à côté et tu attends qu'il redescende. Parce que tu ne peux pas l'arrêter autrement, de toute façon. Ça sert à rien de lui parler. Ça sert à rien. Il entend pas. Et là, qui disent oui, t'es en colère. Il n'entend même pas. Il est parti très, très loin. Et une fois qu'il redescend un tout petit peu de son plateau de colère, ça peut durer le plateau, il peut durer de quelques secondes à plus de 20 minutes. Ça peut être super long. Là, tu vas commencer à pouvoir recréer du lien avec lui. Et là, tu vas pouvoir reposer le cadre, en fait, de la situation. C'est vraiment comme ça que je vois ça. En fait, quand l'enfant est en pleine émotion, tu peux rien faire, en fait. On n'a plus qu'à laisser descendre. Et après, une fois que tout est balancé par terre alors, bien sûr, si vraiment il balance tout, tu le contiens, bien sûr, mais on va te dire que là, il a balancé, il fait la colère après. Et après, du coup, tu lui dis, écoute, tu vois, regarde, t'as été en colère, tu vois, regarde, là, t'as vu ce que t'as fait, il y a plein partout par terre. Tu sais quoi, maintenant, tu vas réparer. Alors, si tu veux, je peux t'aider, mais tu vas enlever ça, tu vas ramasser l'assiette, tu vas mettre à la poubelle. Là, on va essuyer avec un torchon. Tiens, regarde, je passe un torchon. Et en fait, c'est bien qu'il y ait un peu de notion, un peu de réparation derrière, mais sans violenter l'enfant et sans l'humilier. C'est vraiment, genre, j'ai fait un truc qui allait pas trop à un instant T, mais avec ma mère, dans un respect mutuel, je répare. Parce qu'on garde en tête qu'ils sont quand même un peu en âge encore de gérer leurs émotions. Donc, bon, on comprend ça aussi. Mais on reste inflexible. Genre, si il a vrillé parce qu'il voulait, je sais pas, les Smarties en dessert, les Smarties, il ne les aura pas. Mais il est OK, mais le reste, c'est OK. Il a le droit d'être en émotion. Logique, quoi. Il y a plein de situations qui me viennent à l'esprit quand on parle de ça, où parfois c'est dur en tant que parent de dire non. Parce que c'est vrai. Derrière, on sait qu'on va devoir gérer une émotion désagréable et que ça demande de la disponibilité, que parfois, prendre le raccourci et dire « Ok, vas-y, là, je t'achète la poupée que t'as vue dans les allées au centre commercial. Vas-y, parce que j'ai pas envie de gérer ta crise. » Pourquoi est-ce que c'est si dur pour nous
de dire non. Ben pour ça, c'est tout à fait raison. En fait, il y a plein de raisons. Enfin, il y a des parents qui me disent vraiment, texto, qui passent tellement peu de minutes par jour avec leur enfant, genre des fois 1 heure, 1h30, qui veulent pas faire la police sur ce temps de présence. Il y a des parents quand même qui viennent chez eux, ils arrivent, il est 20h, leur enfant se couche à 20h30, ils ont 30 minutes avec leur enfant, ils ont clairement pas envie d'aller à l'encontre de ce qu'ils veulent en fait. Enfin, c'est pas leur parentalité quoi. Donc du coup, c'est soit ça, par manque de temps parfois. Donc c'est des fois des relations qui sont pas forcément les mêmes que si tu passes beaucoup de temps par jour avec ton enfant. Ils ne seraient pas les mêmes parents en vacances du coup et en période scolaire. Ils sont plus là, plus fréquemment en vacances. Et aussi, tu as raison, enfin, des fois, on a envie de se dire putain, si je dis non maintenant, ça va vriller. Est-ce que j'ai vraiment envie que ça vrille, quoi? Est-ce que j'ai vraiment l'énergie? Est-ce que la vie en vaut la peine, quoi? Est-ce que c'est une bataille qui vaut la peine d'être menée? Et en fait, des fois, non. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai que c'est pas la peine de se prendre la tête pour rien, quoi. Enfin, je pense que des fois, il faudrait quand même essayer ces batailles, de les sélectionner et de voir ce qui est vraiment important ou pas. Genre, si je dis non maintenant à mon enfant, est-ce que c'est grave? Enfin, je me dis ça. Des fois, ça s'oublie un peu, du coup. Des fois, on dit non par tradition, mais... C'est ce qu'on dit, il faut choisir ses batailles dans la parentalité. Mais dans tout, en fait. Je pense que la vie est vraiment courte pour... Il y a plein de parents qui se prennent la tête pour rien, je pense. Qui se prennent beaucoup la tête, qui se mettent une pression de dingue pour rien. J'en suis sûre. Pour rien, oui, mais parce j'en fais partie avec le podcast. Voilà, j'essaie de montrer notre voix, de dire ce qu'on peut faire, mais parfois ça résonne différemment. Voilà, si vous écoutez cet épisode, il y a des choses que vous allez retirer que moi je retirerai pas. C'est chacun notre façon de le voir. Et c'est vrai que on a beaucoup d'informations aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. On sait aussi, quand même, aujourd'hui, on a quand même conscience que respecter l'enfant, c'est important. Mais on n'a pas forcément les clés. Et donc, on essaye de bien faire. C'est clair. Et c'est vrai que des fois, j'avoue que moi aussi, des fois, je dis non, je peux pas dire non parce qu'il faut que je reste alignée dans mon cadre. Et en même temps, ça va me demander une énergie qui fait que derrière, je suis énervée et que je suis pas une super maman derrière. Bah ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que tu dis, qu'en fait, parfois, il faut dire, oui, vas-y, prends-le Kinder Bueno, là, tant pis. C'est vrai qu'à la rigueur, tu vois, tu peux garder en tête tes interdits non négociables. Hein, et le reste, tu peux le négocier un petit peu selon les contextes et les jours, quoi. Vraiment, des fois, des parents qui me disent, mais non, je le cède pas. Je dis, mais pourquoi vous cédez pas, en fait, sur ce point-là? Pourquoi? Et en fait, ils me disent, parce que, ils disent, mais je dis, pourquoi alors? Ils disent, parce que, en fait, c'est comme ça, c'est la tradition, c'est normal, en fait. Et tu vois, des fois, ils ont pas de, et en fait, je me dis, mais vous prenez la tête pour rien, en fait. Franchement, si vous lâchez une fois ou deux, est-ce que c'est grave? Vous passez un meilleur moment, il y a moins de conflits. Ok, imaginons, ils mangent, je sais pas, la dernière fois, c'était un truc, une famille me racontait qu'elle voulait absolument pas que sa fille mange cette espèce de gâteau avant de manger. Alors pareil, ça c'est culturel, hein. Le fait de mettre le dessert à la fin, alors effectivement c'est culturel. Alors effectivement ça crée un pic de glycémie au début qui peut altérer l'appétit par la suite. Mais néanmoins je dis ok, est-ce que si ce jour-là, dans un contexte un peu de fête, votre enfant il mange le gâteau avant de manger, est-ce que c'est grave en fait? Est-ce que pour vous c'est grave? Et en fait, ça l'est rarement. Voilà, faut donc faire attention. Flexibilité, nuance au quotidien quoi. C'est vrai que c'est compliqué. C'est hyper dur. Mais c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Hein. Exactement. Pour essayer de déblayer un peu et de donner des petites pistes. J'espère que ça vous aide. C'est vrai, qu'on vous a pas embrouillé encore plus. Non, ça se trouve encore pire. Par contre, chez l'enfant, parce que nous, c'est dur de dire non, mais chez l'enfant, quand on met une limite, quand on est clair avec notre cadre et qu'on le fait sans violence, qu'est-ce que ça provoque chez lui? Ça dépend de la limite. Ça dépend si elle est légitime ou si elle ne l'est pas. Tu vois? Limite, interdit, règle, ce serait quoi, du coup, Non, là, quelque chose de légitime qui est là... Genre, t'as un exemple de limite là, t'as regardé 20 minutes de dessin animé, c'est terminé. Hyper légitime. On arrête. Tu as eu ton quota pour le week-end et il n'y aura pas plus. Et l'enfant réessaye. Ouais, petit cœur, ouais. Et ce qui est logique, qu'il réessaye. C'est normal, ouais, mais qu'est-ce que ça provoque chez lui, le fait qu'on soit clair? Et que, tu vois, qu'on soit droit dans nos bottes et qu'on soit apaisé avec la décision qu'on a. En fait, idéalement, cette limite-là, pour qu'elle soit mieux tolérée par l'enfant, il faut qu'elle soit un peu récurrente, tu vois. Si, genre, à chaque fois, tu laisses 2 heures j'allais dire Teletubbies, c'est complètement obsolète ce que je dis. 2 heures de Peppa Pig. Exactement. Et que, genre là, tu laisses 20 minutes ou 30 minutes, tu vois, c'est pas négociable. Enfin, du coup, ça peut créer de la frustration encore plus forte. Mais donc, tout dépend, en fait, du cadre habituel, en fait. Tout dépend de quel interdit t'as mis en place. Tout dépend de l'harmonie, de l'interdit entre toi et le coparent aussi. Donc, t'as plein de facteurs à prendre en compte. Mais par contre, tu vois, ça rejoint cette question, justement, de la frustration. Tu sais, beaucoup disent, la frustration fait grandir, les enfants sont plus assez frustrés aujourd'hui. Je sais pas qui a sorti une débutée pareille, mais en fait, la frustration, elle existe, ça fait partie de la vie. Dès le début de la vie, l'enfant la vit, l'expérimente. Tout le monde a de la frustration. Mais c'est juste que les frustrations qui font vraiment grandir, c'est celles qui sont légitimes, petit 1, et qui sont accompagnées, petit 2, avec respect.
Tout le reste, les frustrations gratuites, elles ne font grandir personne. Donc du coup, si cette frustration qui est induite par cette limite que tu poses, elle est légitime parce qu'elle est habituelle, elle est expliquée, elle est accompagnée, l'enfant aura plus de facilité à l'accepter que si elle est illégitime ou qu'elle s'accompagne de violence, tu vois, par exemple. Et la récurrence, la régularité, c'est ce qui fait qu'un cadre est entendable et sécurisant pour l'enfant. Ouais, c'est vraiment la régularité. Après, il y a souvent des parents qui me disent « Est-ce que si mon conjoint n'a pas le même cadre que moi, c'est grave pour l'enfant ?» Alors, en soi, c'est pas fou, c'est pas l'idéal, mais on fait avec la vraie vie. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que souvent, l'enfant s'adapte assez facilement, se synchronise, en fait, avec son interlocuteur. Et quand on ça s'adapter un peu au mode de vie de chaque personne. Il y a des enfants qui savent très bien ce qu'ils peuvent faire quand leur parent est là, le père est là, ce qu'ils font pas avec la mère. Moi, quand je pars en déplacement, et le conjoint emmène les filles au McDo, tu vois. Alors quand même, McDo, je résiste à max. Donc, en fait, chaque enfant s'adapte assez bien à ça. C'est pas l'idéal, c'est sûr, mais en fait, c'est la vraie vie. Donc, du coup, c'est pas non plus faut pas que ce soit un objet de culpabilité ou de grande frustration pour la famille non plus, tu vois. Surtout qu'on va pas se mentir, on les a tous vus faire papa, est-ce que je peux ça parce qu'ils savent que nous c'est non, ou maman, est-ce que je peux ça parce qu'ils savent que papa c'est non. C'est pas qu'ils manipulent, c'est que c'est la vie en fait, c'est normal. Nous on fait pareil. C'est qu'ils sont intelligents en fait, ils comprennent. Après tout petit ils le feront pas, tu vois. Non, mais effectivement pour les plus grands ils commencent à le faire. Et c'est une bonne guerre, moi j'aime bien. En fait. Moi aussi ça me fait rire, je dis tu sais que tu viens me demander parce que tu sais que c'est ça. Là-bas c'est non. Prendre du recul en fait. On dit la régularité c'est quelque chose de très important. Ouais. Mais on peut évoluer aussi. Et ouais. Comment on fait dans une fratrie, dans une sœurie, enfin, je sais pas comment on dit, Adelphi, si y a des enfants qui fonctionnent pas de la même manière et qui répondent pas de la même manière au cadre. Ouais. Comment on fait pour qu'il y ait une harmonie dans la famille ? Ça, c'est vraiment compliqué. C'est vrai. En fait, déjà, il faut savoir qu'on n'est jamais... Enfin, on en reparlera à un autre moment sur la fratrie, mais on n'est jamais le même parent pour le premier, pour le deuxième. Et les études montrent très clairement que l'aîné, alors certains, peut-être être choqués, mais certains appellent l'aîné le brouillon. Parce que chez l'aîné, on a plein d'idéaux parentaux, on a un cadre qui est beaucoup plus strict. On sait que les aînés sont souvent plus punis que les numéros 2 et les numéros 3. Et du coup, l'aîné, il prend cher, en fait. Il prend les idéaux parentaux, il prend un peu le perfectionnisme parental, il prend les attentes parentales très élevées. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les aînés ont plus de risques de souffrir de dépression et d'anxiété à cause, peut-être, en partie, de d'autres rigidités parentales. Donc clairement, en tous les cas, on sait qu'on n'éduquera jamais les enfants de la même manière, selon leur position dans la fratrie. Ça, c'est sûr, en fait. Donc cette neutralité, elle n'existe pas. Après, si on veut essayer d'être un parent un peu éclairé, on veut essayer de lutter un peu contre cette tendance à être plus dur avec le premier et plus avec le deuxième, l'idée, ce serait effectivement de remettre un peu, de discuter avec le coparent, le conjoint, mais le coparent, de voir ce qu'on tolère, ce qu'on tolère pas. Et si vraiment un enfant, par exemple, je sais pas, un profil développemental atypique, je sais pas, il a un trouble du neurodéveloppement, il ne peut pas faire la même chose que les autres de la fratrie, c'est être plus souple avec cet enfant-là en particulier. Mais dans ces cas-là, on explique au reste de la fratrie pourquoi, et on part de vraiment des difficultés qu'il a réelles. Tu vois, donc on fait tous du cas par cas avec les enfants. On peut pas, c'est pas tous les mêmes quand ils naissent, ils ont des particularités chacun et chacune. Donc on peut faire du cas par cas parfois, mais on le justifie et on l'accompagne pour pas que ça mette à mal le reste de la fratrie. Est-ce que si on sort du cadre, qu'on lâche, on l'a dit un petit peu tard, mais on a tout foutu en l'air? Oui, tout est fini. C'est vrai que souvent les parents me disent ça, c'est drôle ça. C'est vrai, je me dis vraiment, des fois, c'est une telle pression d'être parent. Je pense que c'est beaucoup moins, des fois, éprouvant que ce qu'on pourrait peut-être il y a moins de pression, il y a moins d'attente. Mais en fait, effectivement, beaucoup de parents pensent, de pros aussi, mais en tant que parents, pensent que si ce jour-là, ils ont cédé, c'est un peu cédé, ils disent, ouais, là, j'ai cédé. Ils s'en mordent les doigts parfois, ils se disent, mais est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Et en fait, non, en fait. C'est vrai que, tu vois, ce qui compte, c'est la majorité du temps, la majeure partie du temps, quel cadre tu poses avec tes enfants, comment tu es en tant que parent. Et en fait, les exceptions, en tant que telles, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est qu'elles auront moins d'impact que la régularité de tes rapports humains avec tes enfants. Donc effectivement, si des fois tu lâches sur des points, puisque ça te paraît pas être le bon moment, parce que t'es fatigué, mais c'est ok, parce que si le reste du temps, t'es plutôt cohérente avec tes propres valeurs, quoi. Mais effectivement, pas de pression par rapport à ces... Faut vraiment choisir ces batailles. Il y a des jours où c'est pas comme ça, et c'est pas grave, en fait. Tu vois, il faut vraiment faire attention à ça. Les parents se mettent trop de pression, après ils s'en souffrent en fait tellement eux-mêmes. Et à l'inverse, quand on a été un peu trop permissif, parce que voilà, sur le moment ça passait et qu'on s'est pas rendu compte qu'on instaurait des mauvaises habitudes. Ouais, ça peut être ça aussi, t'as raison. Comment on rétropédale, mais comment est-ce qu'on resserre le cadre de manière saine, sans violence, pour que ça sécurise tout le monde?
Avec des enfants plus âgés, du coup, des enfants de Oui, quel avec âge? des enfants, oui, qui peuvent interagir, tout ça. Qui peuvent interagir, oui. En fait, câlin, ce qui est pas mal, c'est d'en parler déjà avec le coparent. Toi, tu discutes avec le parent, tu communiques, tu dis voilà, là, on a été un peu souple quand même, ça, on a un peu abusé, qu'on a peut-être un peu détendu. Tu penses pas qu'il faudrait remettre tel ou tel interdit? Le coparent se dit oui, non, peut-être, nanana. Tu discutes avec lui, tu définis avec lui les règles qui te paraissent importantes. Et là, ce qui est vraiment chouette à faire, quand les enfants sont un peu plus grands, je trouve, c'est d'en parler aux enfants, de communiquer avec eux. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est d'établir les règles en co-construction. Avec eux, genre on va faire voilà, il y a une nouvelle règle qui vont mettre mise en place parce qu'on a remarqué que là c'est embêtant pour vous, c'est embêtant pour nous, on n'est pas c'est pas confortable pour la famille. Donc on va mettre en place des nouveaux interdits, des nouvelles règles, c'est mieux des règles que des interdits, et du coup on peut les écrire aussi noir sur blanc. Ça marche bien. Et quand la transgression arrive, les règles, elles sont sur le frigo et on dit non, regarde, tu te rappelles la dernière fois on a parlé de ça, t'étais d'accord ou pas? Ah oui, j'étais d'accord. Tu vois, alors ensemble on va s'habituer à ces nouvelles règles là, elles sont marquées là, s'il y a besoin je te les rappelle, mais maintenant on se dit qu'on les respecte toutes et tous ces règles. C'est parfait, c'était ma prochaine question, mais à partir de quel âge on peut faire ça? Quand ça dépend du raisonnement de l'enfant, tu vois. Et tu dirais quoi, 5-6 ans en moyenne? Mais genre, après, on peut demander son avis avant, mais ils ont une telle mémoire qu'ils sont à l'instant présent. Donc, pour eux, je sais pas, je dirais 5 ans, ouais, vers 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans, ça dépend des enfants. Un peu 4 ans, mais pas avant 4 ans, c'est compliqué. Oui, quoi. Non, bien sûr. Mais vers cet âge-là, ouais. Même s'ils lisent pas, mais le fait d'avoir des règles, tu vois, visibles. Moi, je me serais plus dit à l'entrée à la primaire, parce que, déjà, c'est une grande étape dans leur développement, et parce qu'il y a la lecture. Du coup, ils peuvent aller lire eux-mêmes les règles et se poser des questions. Plus ils sont grands, plus c'est facile de communiquer avec eux, quoi. C'est sûr. Mais donc ça, c'est clairement quelque chose de valorisant pour eux de les inclure dans les règles familiales, dans la rédaction et le choix de ce qui est OK ou pas, parce qu'ils vont mieux comprendre, ils vont mieux l'intégrer. En fait, ils vont être plus coopératifs. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de communiquer avec l'enfant et de le rendre plus coopératif. Et clairement, si tu lui donnes un petit peu de choix ou une petite marge de manœuvre, même si elle est illusoire, on est d'accord, hein, on sait tous que la règle de manœuvre, c'est nous qui avons le dernier mot. Mais n'empêche que si tu lui laisses une petite marge de manœuvre, c'est quand même sympa pour lui. Et du coup, ça augmente probablement, sur les profils, sa coopérativité. Et du coup, ça la chance qu'il adhère à cette règle-là. Soit si tu l'imposes du jour au lendemain, parce que tu as discuté avec le coparent samedi soir, et boum, dimanche matin, ça change. Pour les enfants plus âgés, ça peut être compliqué. Pour les plus jeunes, des fois, ils vont pas comprendre trop le principe, mais pour les plus âgés, ça peut être compliqué, ouais. Tu vois, là, j'ai un exemple qui me vient avec ma fille qui a 7 ans, qui est donc vraiment, on peut discuter de plein de choses, c'est un chouette âge. On a une règle où on lui fait confiance, où elle a une montre, elle sait lire l'heure, où elle a le droit d'aller chez des copines dans le quartier, mais il faut qu'elle rentre à un horaire précis. On lui explique bien que c'est un lien de confiance, qu'on est ensemble en le faisant et que c'est pour la valoriser. Si jamais elle respectait pas, tu vois, avec mon mari, on n'est pas d'accord. Si elle respecte pas l'horaire, même de ne serait-ce 4-5 minutes, lui, il est en panique et il faut plus jamais qu'elle le refasse. Moi, j'ai tendance à dire, elle a le droit d'avoir 5 minutes de battement. C'est intéressant. Mais, là, c'est parce que lui est plus stressé que moi et que ça lui fait peur parce qu'il sait pas où elle est et c'est ça qui le stresse. Moi, j'ai pas ce stress. Merci. Mais si jamais, tu vois, par exemple, c'est pas arrivé, mais si elle respectait pas, elle arrivait au lieu de 18h30, elle vient, il est 18h50 alors qu'elle sait très bien lire l'heure et qu'il y a pas de raison valable, c'est juste qu'elle l'a pas fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une conséquence valable? Est-ce que ce serait maintenant on te fait plus confiance, tu ne peux plus y aller, ou est-ce que ça serait pas valorisant pour elle et ça aurait aucun intérêt? Le problème, c'est que je ferais pas tomber de la punition déguisée, tu vois, parce que c'est comme ça, tu vas plus chez les copines. Là, on n'a rien gagné parce qu'elle va être moins coopérative, elle va être plus en rapport de force. En fait, on va laisser des plumes tous autant qu'on est, en fait. Donc, si ça arrive, genre, régulièrement, enfin, ça arrive ponctuellement, c'est la première fois que ça arrive, on va essayer de se demander, on va dire, écoute, là, il était 18h30, je t'ai pas vu arriver, ça m'a inquiété. Franchement, j'étais vachement inquiète en tant que maman, tu sais, en tant que parent, on est toujours inquiet, tu verras quand tu seras maman, ça sera pareil. S'il va être maman, s'il veut pas, d'ailleurs, c'est son choix. Mais du coup, on va l'interroger sur ça, lui parler de ce qu'on a ressenti, et aussi, on est déçus. On n'est pas déçus d'elle, en fait. On est déçus un peu de son comportement. On va dire, je comprends pas ce qui s'est passé. Habituellement, tu es super ponctuel. Et là, elle va s'expliquer sur son point de vue. Mais je pense que plus on crée, à ce moment-là, un lien vraiment de communication, on se dit, je suis vraiment étonnée de ce que tu as fait, là. Tu m'expliques. Ça risque moins de se reproduire que si on entre en rapport de force et on va absolument avoir un dernier mot. Et je pense vraiment que priver un enfant de ses libertés comme ça, je comprends le projet, je comprends qu'on a envie de le faire. Si ça arrive trop souvent, on va le faire, mais c'est pas la meilleure option, la première option à essayer, quoi. En tout cas. T'as dit un truc hyper important dont on n'a pas parlé, c'est ce rapport de force, en fait. Ouais. Quand on met un cadre, parfois on a juste tendance à vouloir être dans un rapport de force de ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme ça, c'est pas autrement, et de ne jamais vouloir discuter, expliquer et avoir le dernier mot. Mais oui. Est-ce par fierté parfois? Oui, et est-ce que c'est prouvé que ça a
ça marche, enfin, ça fonctionne de vouloir avoir le dernier mot dans Non, l'éducation? ça marche pas en fait. En fait, ça peut marcher à court terme, mais en fait, c'est la relation. C'est pas, enfin, ça dépend. Est-ce que c'est la relation que tu veux avec ton enfant, tu vois? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux apprendre les relations humaines où t'es en rapport de force en permanence? Ce qui risque en plus d'augmenter le rapport de force en permanence dans la fratrie aussi. Est-ce que c'est ce qu'on veut comme type de relation humaine? Ou est-ce qu'on prend sur nous, on essaie d'être plus flexible? Mais en même temps, je dis ça, mais des fois, enfin, mardi matin, à 8h15, on doit être à 8h20 dans la rue pour aller à l'école. Si mes filles veulent pas faire ce que je veux, je dis, mais attends, c'est pas possible, là. Je décide parce que faut y aller. Donc, enfin, t'es obligé parfois, en tant que parent, de y aller, tu vois, d'être dans un rapport de force. Des fois, t'as pas trop le choix. Quand tu le fais, tu te sens mal. Enfin, moi, je me sens très mal, mais t'as pas le choix. Mais quand t'as un tout petit peu de marge de manœuvre, quand c'est le bon moment pour discuter, il vaut mieux essayer d'éviter de le faire. Ne serait-ce que pour la qualité de la relation avec l'enfant, quoi. J'ai une dernière question parce que je pense qu'on a quand même assez balayé largement le sujet. Après, c'est vraiment, vous êtes, vous, dans votre famille, vous savez ce qui sont vos valeurs, ce que sont vos besoins et comment vous pouvez fonctionner. Donc, ça, à vous de le faire. Mais est-ce que tu pourrais nous donner, toi, en tant que maman, même si tu es psy, les 2-3 règles sur lesquelles tu es intransigeante pour que juste on ait une notion, tu vois, de à quoi ça peut ressembler. Parce qu'il y a vraiment des gens, je pense, qui n'ont même pas juste d'idée de qu'est-ce qui est important, en fait. Même si c'est chaque famille différente, mais qu'est-ce que toi, qu'est-ce que mes règles, toi, tu valorises les interdits de plus ou les règles? Déjà, ce que je valorise à la maison, alors, tu as déjà vu la maison? Parce que tu vois, le salon, en fait, il y a un salon, il y a des grosses structures motrices dans tous les sens. C'est un salon hyper atypique. Mais c'est que le point sur lequel j'insiste en permanence, c'est que les filles qui ont 5 à 8 ans puissent avoir accès à un maximum d'expériences motrices. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, elles sont les canapés, bien sûr, elles peuvent aller dessus, elles font des roues dessus, des souplesses arrière, souplesses avant. Et ça, depuis toute petite, elles le font toutes. Et c'est vrai qu'on a un environnement qui est entièrement pensé et vraiment pensé pour les enfants à la maison. Donc, il n'y a pas de risque de blessure. Enfin, après, je leur fais confiance. Mais donc ça, c'est vraiment une règle importante. Donc, en fait, on va pas avoir d'interdit trop fort par rapport à la motricité. Ce qui peut paraître être du laxisme pour certains, tu vois, parce que ce qu'elles font à la maison, c'est fou, des fois. Quand elles sautent du canapé à la structure motrice, elles font une roulade avant dans le salon, bon, ça peut paraître un peu fou. Et après, les interdits sur lesquels, du coup, je suis vraiment intransigeante, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui touche à la santé, tout ce qui concerne la santé. S'ils veulent pas faire un lavage de nez, ils veulent pas prendre, je sais pas, les antibiotiques. Enfin, pour moi, je suis intransigeante. C'est la santé, c'est leur bien-être premier. Donc ça, le savent qu'on peut pas, on peut pas avoir de marge de manœuvre sur ça. À rigueur, tu vois, la lavage de nez, par exemple, ma fille, elle aime pas trop. Elle a appris à le faire toute seule. Donc maintenant, elle le fait toute seule. Elle trouve ça plus confort. C'est comme elle veut. Du moment que c'est fait, genre, c'est fait. L'autre point, c'est les blessures. Enfin, moi, le fait de faire mal à l'autre. Parce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est inconcevable, en fait. Donc, elles se font mal. Je rassure tout le monde, elles se tapent dessus régulièrement. Mais ça m'énerve beaucoup, comme beaucoup de parents. Et du coup, j'essaie toujours d'essayer de renverser ces conflits en plus de communication. Ça, c'est un interdit qui est universel. Et aussi tout ce qui est lié à la sécurité. Mais la sécurité, je suis beaucoup plus large, je pense, qu'une famille classique. Parce que si elle tombe, moi, ça me fait pas peur, en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, si elle tombe, leur corps est fait pour la chute. C'est pas une grosse chute non plus, mais généralement, je sais qu'il y a une part énorme, enfin, une marge énorme entre la peur réelle, la peur légitime ou non du parent, quelles sont de la marge de manœuvre, quoi, pour explorer. C'est vraiment ça, en tout cas, les valeurs sur lesquelles, après, bon, sur les écrans, j'avoue que c'est affreux, mais ma grande à 8 ans, la pauvre, elle a toujours très peu d'écran à la maison. Bon. Et c'est vrai que les écrans, je trouve que c'est une porte ouverte. Quand on ouvre cette porte à la maison, moi, je sais que j'aurais du mal à fermer après, en fait. Donc, je l'ouvre le moins possible parce que je sais que je suis une mère extrêmement lâche. Mais ouais, c'est les écrans aussi, peut-être. Et le sucre un peu, j'essaye. Mais bon, ça, en même temps, j'ai ça, mais il y a des barquettes de lui au chocolat dans l'armoire, quoi. Mais c'est le père qui les a achetés. Je dénonce. C'est pour ça. Sinon, je serais pas là. Mais merci beaucoup, Héloïse. Je pense qu'on a fait un peu le tour, j'espère. En tout cas, sinon, il reste les livres à lire, les BD. Vous pouvez offrir les BD pour les toilettes. Exactement. Quel honneur d'être dans les toilettes des gens. C'est l'intimité, c'est beau, je trouve. C'est vrai, c'est pas faux. Mais il reste ça. Si vous voulez aller plus loin, tu as écrit plusieurs ouvrages qui sont vraiment très bien pensés, écrits ou dessinés d'ailleurs. C'est vrai. Et des ouvrages pour enfants qu'on lit beaucoup à la maison. Oui, c'est vrai. Donc tu as une collection chez Atier qui est super avec les tout petits. Merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et à très vite. À très vite. Vous
venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.